Niveau 1, le karting pour les enfants, tu n'as que 8 ans. Tu ne veux pas de kart, tu en as simplement besoin. Un matin de week-end, ton père t'emmène sur une piste poussiéreuse près de Valence. Le kart sent le caoutchouc brûlé et l'essence rance. Le siège est beaucoup trop grand. Tes pieds atteignent à peine les pédales. Tu prends quand même le départ. Tu fais un tête-à-queue dans le premier virage. Tu en fais un autre au deuxième tour. Tu arrêtes de faire des tête-à-queue au 7e tour. À la fin de la journée, tu es le plus rapide de la piste. L'instructeur ne dit rien. Il se contente de regarder ton père et de hocher la tête une fois. Ce hochement de tête coûte une fortune à ton père. De nouveaux pneus, 180 € le jeu. Les frais d'inscription aux courses, 300 € par week-end. Tu achètes un nouveau casque parce que l'ancien ne te va plus. Une nouvelle combinaison parce qu'elle ne te va plus non plus. Ta mère commence à travailler le week-end. Ton père saute les dîners. Ta sœur arrête d'aller en colonie de vacances. Personne ne se plaint. Personne n'a le droit de se plaindre. Tu remportes ta première course régionale à 9 ans. Tu te sens comme un champion. Puis tu vois l'enfant à côté de toi sur le podium. Il est venu en camionnette. Toi, tu es venu avec une berline dont le kart était attaché sur le toit. Pour la première fois, tu comprends quelque chose. La vitesse, ça ne coûte rien. Tout ce qui t'entoure coûte une fortune. Niveau 2, champion régional. Tu as 13 ans. Tu as remporté 3 titres régionaux. Ton nom est inscrit sur une banderole au circuit local. Les gens de la ville reconnaissent ton visage. Tu t'en fiches complètement. Tout ce qui t'importe, c'est le chronomètre. Tu passes au karting national. Une nouvelle compétition, de nouveaux circuits, de nouveaux enfants dont les pères ne sont pas des garagistes, mais des chefs d'entreprise. Ils ont des sièges sur mesure, des ingénieurs de données sur leurs ordinateurs portables et des mécaniciens qui voyagent à plein temps avec l'équipe. Toi, tu as ton père et une boîte à outils qu'il a achetée chez un quincaillier. Lors des qualifications sur piste mouillée à Gérèse, tu réalises le meilleur temps avec 4 dixièmes d'avance. 4 dixièmes face à des jeunes dotés d'équipements professionnels complets. Tes données sont sur un bout de papier griffonné à la main par ton père sur la table de la cuisine. Après la course, un homme en polo s'approche de toi avec un panneau à la main. Il travaille pour un programme de détection de jeunes talents. Il te demande ton nom. Écris-le. Pendant 3 mois, il ne se passe rien. Puis une lettre arrive. Ce n'est pas une invitation, c'est un test. Un jour, une piste et une seule chance. 50 enfants, 6 places. La nuit précédente, tu dors 2 heures. C'est toi qui réalises le meilleur temps de la journée. Mais les 6 billets sont attribués à 5 enfants issus de familles aisées et à une carte joker. Oui, cette carte joker, c'est toi. Tu apprends que ton talent ouvre la porte, mais que quelqu'un doit encore décider de la déverrouiller. Niveau 3, pilote d'académie. Tu as 15 ans. Une écurie de Formule 4 t'accueille dans son centre de formation. Tu déménages dans une ville où tu n'es jamais allé. Tu vis en colocation avec un Roumain et un Japonais qui ne parlent presque pas espagnol. La plupart des soirs, vous mangez des pâtes, parfois du riz. Les séances de simulateur commencent à 7 heures du matin. L'entraînement physique est à 6h16. Le premier jour, ton coach te dit « Nous avons 12 pilotes dans ce programme. 4 d'entre eux iront en Formule 3. 2 en Formule 2. Un seul pourra peut-être atteindre la F1. Statistiquement, ce ne sera pas toi. Prouve que les statistiques ont tort. » Tu ne dis rien. Tu écris ça sur un bout de ruban adhésif et tu le colles à l'intérieur de ton casque. La Formule 4 ne donne pas l'impression d'être différente d'un kart. Elle est plus lourde, plus rapide, plus bruyante et impitoyable. Lors du premier week-end de course, tu pars en 12e position. Tu termines 8e, ton coéquipier part en 3e position. L'académie envoie une évaluation. Il y a des domaines à améliorer. Concentre-toi sur la gestion des pneus, tendance à la surconduite dans le secteur 2. Tu relis ça 17 fois. À mi-saison, tu pars en 4e position. Lors de la dernière course, tu décroches ton premier podium, la 2e place. La 2e place n'a jamais semblé aussi décevante. Mais le directeur technique de l'académie te prend à part après le podium, il te dit 4 mots, tu reviendras l'année prochaine. Tu hoches la tête, tu ne célèbres pas le podium, tu célèbres ces 4 mots. Niveau 4, pilote de Formule 3.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de jeter un œil aux autres vidéos. Bon, continuons. Où en étions-nous? Tu es devenu pilote de Formule 3, tu as désormais 17 ans. La Formule 3, ce sont de vrais circuits. Spa, Monza, Silverstone, des circuits que tu ne connaissais qu'à travers ton écran. À Spa, quand tu passes pour la première fois à fond dans l'eau rouge, tes mains tremblent avant même d'y arriver. Puis tu passes. En 3 secondes, quelque chose en toi change à jamais. Tu prends le départ de la première course de la saison en 5e position. Ton coéquipier, un jeune monégasque dont le père a couru en Formule 2, part en 2e position. L'équipe lui fournit des pièces de spécification plus récentes pour le jour de la course. On te dit qu'il s'agit d'une question logistique. Tu termines la course en 4e position. Ton coéquipier abandonne la course à cause d'une panne mécanique. Le problème logistique ne se reproduit plus. À mi-saison, le pilote en tête du championnat, un Finlandais de 19 ans au regard glacial, qui a 3 ans d'expérience de plus que toi, te percute à Mugello. Accident de course, pas de pénalité. Tu perds un podium potentiel. Lui, il gagne 3 points. Après la course, il vient te trouver dans la zone des stands. Pas de caméra, pas d'ingénieur, juste lui. « Belle course », dit-il. Il le pense vraiment, tu lui serres la main. Toi aussi, tu le penses vraiment. Tu termines la saison 3e du championnat. Pas premier, mais ton nom figure sur la liste restreinte de 3 équipes de F2. Tu apprends que dans le sport automobile, le moment où l'on te remarque est tout aussi important que ce que tu fais. Niveau 5, pilote de Formule 2. Tu as 19 ans. La Formule 2, à 2 doigts de la grille de départ. Les voitures génèrent désormais une véritable force d'appui, une véritable vitesse. À bas coût, tu atteins les 310 km/h sur une ligne droite et le volant tremble entre tes mains comme si quelque chose allait se briser d'un instant à l'autre. Rien ne se brise. C'est ça, la sensation de la véritable vitesse. Ton ingénieur de course, Marcus, est un Anglais calme qui communique par des chiffres et des silences. Tu apprends à déchiffrer les deux. La lutte pour le titre cette année est impitoyable. À l'approche des 3 dernières courses, 4 pilotes sont regroupés dans un écart de 12 points. Tu es l'un d'entre eux. À 4 tours de l'arrivée de l'avant-dernière course, tu es en tête. La voiture de sécurité entre en piste. La fenêtre des stands s'ouvre. Marcus t'appelle. Tu hésites une seconde à la radio. 1 seconde. Tu rentres. Pneu neuf. Tu retombes en 3e position. Tu pousses. Tu dépasses l'un, puis l'autre. Tu franchis la ligne d'arrivée en 1re position, mais les commissaires prennent leur décision. Tu as profité d'un avantage indu pendant la période de la voiture de sécurité. Pénalité de 5 secondes. Tu retombes 3e. 3e de la course. 3e du championnat. Marcus ne dit rien pendant le débriefing. Il ferme son ordinateur portable et te regarde. La semaine prochaine, c'est pareil, fais mieux. Tu hoches la tête. Tu remportes la dernière course en partant en pole. 2e du championnat avec 4 points d'écart. 4 points. À présent, 3 écuries de F1 ont examiné tes données. Tu comprends? En Formule 2, tu ne te mesures pas aux autres pilotes. Tu participes à des sélections, niveau 6, rookie de F1. Tu as 21 ans. Ton nom figure sur une F1, pas en tant que pilote d'essai, ni en tant que remplaçant. Ton nom est sur la voiture, sur le mur du garage, sur ton badge d'accréditation. Lorsque tu t'y installes pour la première fois, lors des essais pré-saison à Bahreïn, le cockpit t'enveloppe et le bruit, même au ralenti, vibre dans ta poitrine comme un 2e battement de cœur. Ton ingénieur de course, une Allemande prénommée Petra, demande un contrôle des systèmes par radio. Tu oublies les classements. Tu t'es entraîné 200 fois sur le simulateur. Tu oublies. Tu attends. Tu te souviens. Tu confirmes. Tout continue comme si de rien n'était. Lors du premier week-end de course, tu pars en 14e position. Ton coéquipier, fort de 8 ans d'expérience en F1 et de 3 victoires, part en 6e position. Tu termines la course 12e. Les 2 voitures marquent des points. Le patron de l'équipe te serre la main dans le garage. Une seule poignée de main, ferme.
Les médias veulent te comparer à ton coéquipier, à chaque conférence de presse, à chaque interview. Qu'est-ce que ça fait d'être 12 places derrière? Peux-tu combler l'écart? La voiture est-elle trop complexe pour un pilote en première saison? Tu souris. Tu réponds sans répondre. On t'a appris ça. Jusqu'à la 8e course, tu pars en 10e position. À la 12e course, tu marques ton premier point, 8e place. L'équipe obtient 7 secondes de temps d'antenne dans la rubrique « à la une ». Tu la regardes 40 fois. Tu apprends que ton meilleur jour en F1 n'est que du contenu de remplissage pour quelqu'un d'autre. Niveau 7, pilote établi. Tu as 24 ans. 3 saisons sur la grille. Tu n'es plus un rookie. Tu n'es plus une nouveauté. Tu es quelqu'un d'attendu. Ton contrat a été renouvelé, mais discrètement, pas de titre, pas d'annonce. Envoyé en PDF à ton manager un mardi après-midi. Tu marques des points régulièrement. Un podium de temps en temps. La saison passée, une victoire dans des conditions changeantes à Intercos, stratégie, météo et timing de la voiture de sécurité parfaitement alignés. Et pendant 23 tours, tu étais l'homme le plus rapide du monde. Tu penses encore à ces 23 tours. Mais l'équipe se restructure. Un nouveau directeur technique, une nouvelle philosophie, de nouveaux concepts aérodynamiques qui ne seront pas sur la voiture avant l'année prochaine. Cette saison, la voiture est lente. Pas inutilisable, juste lente. Peut-être la 7e voiture la plus rapide sur la grille, la 8e sur les mauvais circuits. Tu en tires tout ce qu'elle a, les ingénieurs le savent, les données le montrent, les autres ingénieurs dans le paddock le savent aussi. Mais les caméras suivent les voitures de devant. Ton coéquipier a 20 ans et un contrat de jeune pilote pluriannuel. Il est rapide, intrépide et totalement insensible à la pression, car il n'a pas encore connu la vraie pression. L'équipe vous montre les données télémétriques ensemble. Dans le premier secteur, tu es plus rapide. Dans le deuxième secteur, vous êtes au coude à coude. Dans le troisième secteur, il a 3 dixièmes d'avance. Ils ne te disent pas ce que cela signifie pour ton siège l'année prochaine. Ils n'ont pas besoin de le dire. Tu l'as compris maintenant, la régularité te permet de rester dans la voiture, mais c'est la vitesse qui te permet de conserver ton siège. Niveau 8, vainqueur de la course. Tu as 27 ans. Nouvelle équipe, meilleure voiture. Ce transfert a nécessité 2 ans de négociation, une baisse de salaire et une clause de performance. Cette clause signifie que si tu n'as pas accumulé un certain nombre de points d'ici août, tes options de contrat s'amenuisent. Tu as quand même signé. La voiture est rapide, vraiment rapide. Un bon samedi, tu termines dans le top 3. Tu pars en 2e position pour la course d'ouverture à Melbourne. Lors du tour de reconnaissance, tu regardes la structure du podium encore en cours de montage. Tu détournes les yeux. C'est trop tôt, la course, 48 tours, 2 arrêts au stand, une bataille avec un pilote Red Bull dans le dernier secteur du dernier tour te permet de franchir la ligne d'arrivée en première position. La voix de ton ingénieur grésille dans la radio. Ton directeur d'équipe pleure dans la voix des stands. Toi, tu ne pleures pas, tu trembles. Lors de la conférence de presse, quelqu'un te demande si cela confirme ta carrière. Tu le regardes. Tu te souviens de la piste de karting de Valence, de la berline sur laquelle était fixé le kart, de ta mère qui allait travailler le week-end, du ruban adhésif collé à l'intérieur de ton casque. Ça confirme une direction, dis-tu. La validation viendra plus tard. Tu remportes 3 autres courses cette saison-là. Tu termines 4e du championnat. L'équipe conçoit la voiture de l'année suivante en s'appuyant sur tes retours. Tu comprends que gagner une course ne t'apporte pas la certitude. Ça t'apporte quelque chose de plus lourd encore, l'attente. Niveau 9, candidat au titre. Tu as 29 ans. Septembre, il reste 4 courses. Tu es 2e au championnat du monde, à 11 points du leader. 11, le paddock ne te semble plus le même. Les caméras te suivent partout. Les questions ont changé. Ce n'est plus « ça va arriver », mais « quand ?» Ce n'est plus « pourquoi », mais « pourquoi pas encore ?» Le sommeil est un luxe réservé aux autres. Chaque nuit, tu regardes des vidéos jusqu'à 1h du matin. Les secteurs, la dégradation des pneus, les virages, les adversaires, les points de freinage. Ton coach de performance te dit de te reposer. Tu lui réponds « encore un tour ». Au Japon,
Tu décroches la pole. Tu mènes chaque tour. Tu gagnes avec 14 secondes d'avance. Écart, 2 points. Au Qatar, un problème de boulon de roue lors de ton arrêt au stand te coûte 9 secondes. Tu termines 5e, ton adversaire gagne. Écart, 9 points. Dans le paddock au Qatar, tu restes assis seul pendant 20 minutes dans le garage. Personne ne vient. On leur a dit de ne pas entrer. Tu penses à abandonner, pas la course, juste ça. Cette version de toi qui porte sur ses épaules, à chaque tour, le poids des attentes de milliers de personnes. Puis, tu te relèves. Tu retournes aux données, tu remportes l'avant-dernière course. Ton adversaire termine 3e. Dernière course. Dernier tour, les points sont à égalité. Un titre de champion qui tient en un seul après-midi. Tu as consacré toute ta vie à un instant qu'aucune préparation ne saurait pleinement atteindre. Tu es en 10e position champion du monde. Tu as 29 ans. C'est encore le dernier tour de la saison. Tu es 2e. Devant ton adversaire. Le titre reviendra au pilote qui terminera le plus haut. Il reste 14 virages. Tes pneus ont 4 tours de plus que les siens. Ton ingénieur te dit que l'écart est d'1,8 secondes. Il se réduit, mais ce n'est pas assez rapide. 12 virages. Tu trouves quelque chose, pas dans la voiture, en toi. Un calme que tu n'as jamais atteint auparavant. Pas d'agressivité, de la clarté. Tu pousses la voiture jusqu'à la limite absolue de ses capacités. Et un peu plus loin encore. 9 virages. Écart, 0,9 secondes. 6 virages. Tu es assez près pour voir son aileron arrière fléchir sous la charge. 3 virages. Dans le dernier virage, tu plonges par l'intérieur. Il se défend. Tu gardes ta trajectoire. Tu l'as dépassé. Tu franchis la ligne d'arrivée en première position. La radio explose. Ton ingénieur hurle des mots incompréhensibles. La foule se transforme en un mur de bruit. Tu ne cries pas. Tu respires. Pendant le tour de décélération, seul sur la piste dans la lumière déclinante de l'après-midi, tu ne te permets qu'une seule pensée. Le gamin de Valence qui faisait du karting a réussi. Sur le podium, l'hymne de ton pays retentit. La coupe est plus lourde que prévu. Plus tard, lors d'un briefing privé, le directeur technique te montre les projections pour la voiture de l'année prochaine. Les temps autour sont plus rapides. Les attentes sont plus élevées. Il y a une clause dans ton contrat, défends ton titre ou renégocie. Tu te rends compte que le titre de champion n'a pas mis fin à l'histoire. Il en a lancé une nouvelle, avec des risques plus élevés et moins de marge de manœuvre pour tout. Niveau 11, champion en titre. Tu as 30 ans. La voiture a désormais un objectif. Toi aussi. Toutes les équipes ont passé l'hiver à étudier tes données, tes points de freinage, tes charges de carburant, tes communications radio. Tout est accessible à tous. Chaque faiblesse que tu as montrée l'année dernière a été répertoriée, analysée et exploitée. Les nouvelles réglementations ont frappé ta voiture plus durement que les autres. Ton aérodynamicien en chef te l'explique discrètement en mars, une semaine avant l'ouverture de la saison. Tu pars en 3e position. Ton nouveau coéquipier, âgé de 22 ans, ambitieux et d'une rapidité effrayante sur piste mouillée, part en 2e position. Une erreur de stratégie en course te relègue dans le peloton. Tu termines 5e. Titre à la une. Le champion trébuche dès le premier tour. Tu lis une fois, puis tu retournes ton téléphone et tu l'abandonnes. L'équipe est tendue. Le championnat des constructeurs t'échappe. Les décisions budgétaires s'articulent autour de résultats que tu n'as pas encore atteints. Tu décroches la pole à Monaco. Dans une course où les dépassements sont quasi impossibles, tu gères chaque tour en gardant le contrôle. En préservant tes pneus lors des 8 derniers tours, tu réduis l'écart à 0,4 secondes et tu l'emportes. Du pur art de la course. Pas de chance, pas de cadeau de la voiture de sécurité. Les ingénieurs t'applaudissent debout dans le garage lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Un vieux mécanicien, présent en F1 depuis 22 ans, croise ton regard à travers sa visière et hoche la tête une fois. C'est exactement le même signe de tête que ton premier entraîneur avait adressé à ton père sur ce circuit poussiéreux de Valence. Tu ne pleures pas. Tu as dépassé ce stade depuis longtemps. Tu sais désormais ce que signifie réellement la défense. Il ne s'agit pas de protéger ta victoire. Il s'agit de prouver que ce n'était en aucun cas un hasard.
Tu es en 12e position, le vétéran. Tu as 35 ans. Tu as désormais 2 titres de champion du monde à ton actif. Tu as failli remporter le 3e, tant pis. À Abu Dhabi, tu as perdu de 6 points face à un adversaire qui disposait d'une voiture plus rapide et d'un peu plus de chance lors de la même course. Tu as terminé 2e sur le podium, tu lui as serré la main et tu l'as fait du fond du cœur. Certaines années, la voiture te donne tout, d'autres années, rien. Tu as appris à composer avec ces 2 situations. Les jeunes pilotes qui arrivent aujourd'hui sont exceptionnels. Certains ont grandi en te regardant gagner. L'un d'eux, un Brésilien de 18 ans, incroyablement rapide, te dit dans le paddock de Monza qu'il s'est lancé dans le karting grâce à ton inspiration. Tu signes son casque dans un coin où personne ne pourra le voir. L'équipe t'attribue désormais un rôle différent les week-ends. Développement, conseils techniques, séances de feedback de 5 heures. Ton expérience n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'équipe et vaut des dizaines de millions en termes d'orientation du développement. Mais le samedi, lors des qualifications, tu le ressens encore. Ce calme avant le tour, ce silence dans ton casque, le monde réduit au virage, au point de freinage et au moment présent absolu. Tu pars en 6e position à Monza. Le jeune Brésilien part en 2e position. Après les qualifications, on te demande ce que tu as ressenti à l'ESMO. Tu racontes tout sans rien cacher. Tu as compris que la chose la plus précieuse que tu puisses faire avec toutes les connaissances que tu possèdes désormais, c'est de les transmettre. Niveau 13, dernière saison. Tu as 37 ans. Tu l'as annoncé en février. C'est la dernière année. La décision n'est pas venue de l'équipe. Un mardi de janvier, assis à la table de ta cuisine à Genève, les yeux rivés sur un calendrier rempli de courses et une fenêtre donnant sur un ciel ordinaire, c'est toi qui l'as prise. Non pas parce que tu avais perdu de la vitesse, mais parce que tu savais avec certitude qu'il était temps d'arrêter. Tu as piloté la voiture lors des essais pré-saison, tu as été le plus rapide le 2e jour, parce que tu as découvert quelque chose qui t'effraie plus que n'importe quel virage sur n'importe quel circuit de la planète. La sérénité. La dernière saison est étrange. Chaque circuit porte le poids de cette dernière fois. La dernière fois à Suzuka, la dernière fois dans le tunnel de Monaco. Entendre pour la dernière fois 20 000 personnes scander ton nom à Monza. Tu remportes 2 courses. Tu termines le championnat à la 6e place. Lors de la dernière course, le coucher de soleil sur Abu Dhabi, la ville scintille au-delà des barrières. Tu roules lentement pendant le tour de formation, plus lentement que nécessaire. Tu observes les murs du circuit, les tribunes, les gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour voir ta dernière course. Les lumières s'éteignent. Tu roules comme lors de ta première course. Tu termines 4e. Pendant le tour de décélération, ton ingénieur te demande par radio si tu veux dire quelque chose à l'équipe. Tu réfléchis longuement. Dis-leur, dis-tu, à tous. C'était la seule chose que je voulais faire et j'ai donné tout ce que j'avais. Très peu de gens vivent ça. Le garage est plongé dans le silence pendant 3 secondes. Puis, quelqu'un commence à applaudir. Puis tout le monde. Épilogue, après le casque, tu as 38 ans. Le casque est désormais sur une étagère, pas derrière une vitrine, sur une étagère que tu peux atteindre et toucher. Certains matins, dans le silence d'une pièce qui ne sent pas du tout le paddock, tu le mets un instant. Tu es consultant pour une équipe. Tu es le mentor de 2 jeunes pilotes. Tu fais des commentaires pour 3 courses par an et tu refuses les 17 autres parce que tu as gagné le droit de choisir. Les gens te demandent quand la fin s'estompe. Tu dis la vérité. Elle ne s'estompe pas. On découvre simplement une nouvelle chose à désirer. Sur un circuit de karting près de Valence, ce n'est pas le même, mais ça y ressemble assez. Un père et son fils de 8 ans s'avancent vers un kart d'occasion. Le casque de l'enfant est trop grand pour sa tête. Ses pieds atteignent à peine les pédales. Tu les observes depuis derrière la barrière des stands. Tu ne dis rien, ce n'est pas nécessaire. Autrefois, cet enfant, c'était toi. Et tout ce qui s'est passé par la suite n'était qu'une longue, belle et impitoyable réponse à la question que cet enfant avait posée un samedi matin, les mains tremblantes et avec un équipement emprunté. La question est très claire. Et si j'étais assez rapide ? Eh bien, il semblerait que ce soit le cas. Maintenant que tu as la réponse à cette question,
Abonne-toi à la chaîne et dis-nous dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo.